Ma sœur a reçu une décapotable pour son diplôme. Quand j'ai ouvert mon cadeau, j'ai figé, un kit de ménage. Maman a souri, il est temps que tu nettoies ta dette. Ma sœur a ricané. J'ai fait mes valises et je suis partie. 3 jours plus tard, mes parents m'ont appelé en panique, on va tout perdre, rentre. Je m'appelle Colline, j'ai 26 ans, et je n'aurais jamais imaginé qu'un simple cadeau de fin d'études serait le détonateur qui ferait voler en éclats ma propre famille, révélant des années de mensonges et de manipulations financières. Ce jour-là, sous le soleil écrasant de juin, ma sœur a reçu les clés d'une liberté éclatante et coûteuse, tandis que moi, j'ai reçu un message brutal et humiliant. Mon seul but sur cette terre, aux yeux de ceux qui m'avaient donné la vie, était de les servir. Ce n'était pas juste une différence de traitement ou une maladresse parentale, c'était une déclaration de guerre silencieuse, une preuve tangible que dans la hiérarchie de notre foyer, je n'étais rien de plus qu'une domestique utile. Avant de vous raconter comment une boîte de produits ménagers bon marché a provoqué l'implosion de ma famille et m'a conduite à découvrir une fraude qui menaçait mon avenir, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quelle heure il est chez vous en ce moment et depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire. J'adore lire vos réponses, cela me rappelle que même dans les moments les plus sombres de solitude, nous sommes connectés par nos expériences. Tout a commencé le jour de la remise des diplômes de ma petite sœur, Maëlys. Le stade municipal de Limoges était bondé, une chaleur étouffante de début d'été pesait sur nos épaules comme une chape de plomb. L'air était saturé d'odeurs de parfums bon marché, de transpiration et de poussière soulevée par les milliers de pas. Les gradins bourdonnaient de rires, d'applaudissements et de cris de joie hystériques. Mais pour moi, ce bruit de fond n'était qu'un écho lointain, presque agressif. Tout ce que je voyais, c'était les visages de mes parents, Régis et Ghislaine. Ils rayonnaient littéralement. Ils brillaient d'une fierté incandescente que je n'avais jamais, absolument jamais, vu diriger vers moi. J'étais assise à côté d'eux, coincée sur un siège en plastique dur, mais j'avais l'impression d'être invisible, une simple particule de poussière dans leur champ de vision. Sur mes genoux, je tenais le sac à main en cuir beige de ma mère, la veste de costume de mon père qu'il avait enlevée à cause de la canicule, 2 bouteilles d'eau tiède que j'avais dû aller acheter en courant 5 minutes avant le début, et l'éventail espagnol de Maëlys au cas où la princesse aurait trop chaud après la cérémonie. J'étais leur porte-manteau, leur assistante logistique, leur Sherpa. Pendant que mon père se vantait auprès d'un couple d'inconnus assis devant nous, expliquant fort et avec de grands gestes la carrière prometteuse de Maëlys dans les arts du spectacle, je me souvenais avec amertume de ma propre cérémonie, 3 ans plus tôt. Ce jour-là, il pleuvait des cordes. Mes parents n'étaient pas venus. Mon père avait prétexté une panne de voiture imaginaire au dernier moment, et ma mère avait dit qu'elle ne pouvait pas laisser Maëlys seule à la maison car elle couvait un rhume, alors que Maëlys avait 20 ans à l'époque. J'avais reçu mon diplôme de comptabilité seule, sous la pluie, serrant le dossier cartonné contre ma poitrine pour qu'il ne soit pas mouillé, avant de rentrer me faire cuire des pâtes au beurre dans notre cuisine silencieuse. Mais aujourd'hui, pour Maëlys, c'était différent. C'était l'enfant doré. L'élu. Regarde-la, Colline s'exclama ma mère en me donnant un coup de coude pointu dans les côtes, sans même me accorder un regard. Elle est magnifique sur cette estrade. C'est l'aboutissement de tous nos sacrifices, tu te rends compte? Nos sacrifices. J'ai failli rire jaune, un rire qui me serait resté en travers de la gorge. J'ai financé mes propres études en travaillant les soirs et les week-ends dans un entrepôt logistique glacial, triant des colis jusqu'à ce que mes doigts saignent et que mon dos hurle de douleur. Maëlys, elle, avait eu son loyer payé, son argent de poche mensuel viré automatiquement, et même ses vacances d'été à Biarritz offertes pour qu'elle puisse se détendre avant la rentrée. Quand le nom de Maëlys a été appelé au micro, résonnant dans tout le stade, mes parents ont hurlé comme des adolescents en concert. Mon père a sifflé en mettant 2 doigts dans sa bouche. Ma mère a essuyé une larme théâtrale en reniflant bruyamment. Moi, j'ai applaudi poliment, sentant une boule dure et froide se former dans ma gorge. Ce n'était pas de la jalousie, du moins je ne le crois pas, c'était quelque chose de plus profond, de plus usant. C'était de l'épuisement. J'étais fatiguée d'être l'ombre nécessaire pour que sa lumière brille plus fort. La cérémonie a duré une éternité sous ce soleil de plomb. À la sortie, alors que nous nous dirigions vers le parking immense et surchauffé, mes parents encadraient Maëlys comme des gardes du corps présidentiel, la couvrant de baisers et de louanges. Je marchais 3 pas derrière, courbée sous le poids des sacs et des manteaux, mes pieds me faisant souffrir dans mes chaussures bon marché. Attendez, dit soudain mon père en s'arrêtant brusquement au milieu d'une allée du parking. Il avait ce sourire mystérieux et satisfait, celui qu'il prenait quand il voulait impressionner la galerie et qu'il pensait avoir réussi son coup.
On a encore une surprise pour couronner cette journée magnifique. Je m'attendais à un bijou pour elle. Peut-être une montre de marque ou un petit voyage pour fêter ça. Mais ce qui allait se passer dépassait tout ce que mon esprit fatigué et résigné pouvait imaginer. L'air du parking était lourd, saturé de l'odeur du bitume chaud et des gaz d'échappement. Autour de nous, d'autres familles regagnaient leur voiture, discutant joyeusement, mais mon père, Régis, fit un geste théâtral pour demander le silence absolu. Il plongea sa main dans sa poche de pantalon et en sortit une clé électronique de voiture. « Maëlys, ma chérie », commença-t-il, la voix tremblante d'une émotion que je ne lui connaissais pas, une émotion sincère qu'il n'avait jamais eue pour moi, tu es la fierté de cette famille. Tu mérites de commencer ta vie d'adulte avec panache et liberté. Il appuya sur le bouton de la télécommande. Bip bip. Le son, net et clair, coupa l'air. À quelques mètres de nous, les phares d'une voiture clignotèrent 2 fois. C'était une décapotable rouge, une Renault Mégane CC. Ce n'était pas une voiture neuve sortie d'usine, mais elle était immaculée, la carrosserie polie à l'extrême reflétait le soleil de midi comme un miroir sanglant. Un énorme nœud rouge, ridicule et ostentatoire, trônait sur le volant en cuir. Maëlys poussa un cri strident, les mains plaquées sur sa bouche, ses yeux écarquillés comme des soucoupes. « Oh mon Dieu! Papa! Maman! C'est pour moi? C'est vraiment pour moi? C'est pour toi, ma princesse, répondit ma mère, rayonnante, en lui caressant les cheveux. Les gens autour de nous s'arrêtèrent pour regarder la scène. Certains applaudirent, pensant assister à un moment de bonheur familial pur. Maëlys sautillait sur place, serrant mes parents dans ses bras, pleurant de joie, criant qu'elle était la fille la plus heureuse du monde. C'était une scène de film, parfaite, idyllique, saturée de couleurs et de bonheur. Et j'étais là, les bras chargés de leur manteau, à regarder ma sœur recevoir une voiture qui coûtait probablement plus que ce que mes parents avaient épargné en 10 ans. Je savais pertinemment qu'ils n'avaient pas cet argent. Je gérais parfois leurs factures administratives, je savais que le compte commun était souvent dans le rouge à partir du 15 du mois. Comment avait-il fait? Avait-il gagné au loto? Avait-il hérité? C'est alors que ma mère se tourna vers moi. Son sourire changea subtilement. Il passa de l'adoration pure à quelque chose de plus froid, de plus condescendant, un sourire qu'on réserve à un employé un peu lent. « Colline, dit-elle d'une voix douce, presque mielleuse, mais avec un fond d'acier. Ne fais pas cette tête de 6 pieds de long. On a aussi pensé à toi, tu sais. » Mon cœur fit un bond stupide dans ma poitrine. Pendant une fraction de seconde, une seconde naïve et désespérée, j'ai eu de l'espoir. Peut-être qu'ils avaient compris. Peut-être qu'ils voulaient s'excuser pour mon diplôme raté d'il y a 3 ans. Peut-être qu'ils m'aimaient autant qu'elle, à leur façon maladroite. Elle se pencha vers le coffre de leur vieille voiture familiale, une berline grise fatiguée, et en sortit un carton. C'était une boîte en carton brun, assez grande, mal emballée avec du scotch marron qui se décollait. Elle me la tendit. C'était léger, trop léger pour contenir quelque chose de valeur. « Tiens, ouvre, dit-elle avec insistance. C'est utile. C'est ce qu'il te faut. » Maëlys, qui était déjà assise au volant de sa décapotable, caressant le cuir beige, baissa la vitre électrique pour regarder. Elle avait ce petit sourire en coin, celui qu'elle avait quand on était petite et qu'elle me cassait mes jouets en cachette avant d'accuser le chat. J'ai posé les sacs par terre, sur le bitume sale. Mes mains tremblaient légèrement en ouvrant les rabats du carton. À l'intérieur, il n'y avait pas de montre, pas de chèque, pas de souvenir sentimental, pas de lettre d'excuse. Il y avait un bidon de 5 litres d'eau de Javel de marque distributeur. Une paire de gants en caoutchouc jaune, taille monsieur un lot d'éponges à récurer verte et jaune. Et tout au-dessus, comme une insulte finale, une feuille à 4 plastifiée avec un titre en gras et en majuscule. Planning DE ménage DE la maison. Je suis resté figé. Le temps s'est arrêté. Le bruit du parking a disparu, remplacé par un bourdonnement sourd et violent dans mes oreilles, comme si ma tête était sous l'eau. Je fixais le bidon de Javel comme s'il s'agissait d'une bombe à retardement. Alors, demanda ma mère, impatiente, ne comprenant pas mon silence. C'est le kit de démarrage parfait. Maintenant que ta sœur va être très occupée avec sa carrière, ses auditions et sa nouvelle voiture, on s'est dit qu'il était temps que tu prennes tes responsabilités. Tu vis à la maison, tu ne paies pas de loyer. C'est ta contribution. C'est ta place, Colline. C'est ta place.
Ces 3 mots ont résonné en moi comme un coup de poing dans l'estomac. Ma place n'était pas celle d'une fille aimée. Ma place était celle de la servante. Celle qui nettoie la merde pour que la princesse puisse briller. Celle qui gratte les toilettes pendant que les autres vivent. Depuis la décapotable, j'entendis le rire de Maëlys. Un rire cristallin, cruel, sans une once d'empathie. Franchement Colline, ça te va bien, gloussa-t-elle en ajustant le rétroviseur pour se regarder. Tu as toujours eu l'air plus à l'aise avec une éponge qu'avec des gens. Et puis, quelqu'un doit bien nettoyer mes traces de pneus quand je rentrerai tard, non? Ma mère rit avec elle, un rire complice qui m'excluait totalement. Mon père, lui, tapota le capot de la voiture rouge, ignorant totalement mon humiliation, trop occupé à admirer son achat. Allez, ne sois pas ingrate, ajouta ma mère en voyant que je ne souriais pas et que mon visage se fermait. Ces produits coûtent cher, tu sais. Et ce planning, je l'ai fait moi-même sur l'ordinateur, ça m'a pris du temps. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas juste de la tristesse. C'était la fin d'une illusion que je portais depuis 26 ans. J'ai réalisé que peu importe mes efforts, peu importe mes diplômes, peu importe ma gentillesse ou ma disponibilité, je ne serai jamais assez bien. Je n'étais qu'un outil pour eux. Un outil qu'on range dans le placard à balai quand on n'en a pas besoin et qu'on sort quand il y a une tâche à frotter. Si vous étiez à ma place à ce moment précis, les bras chargés de produits ménagers face à une voiture de luxe offerte à votre sœur qui se moque de vous, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous crié? Auriez-vous pleuré? Auriez-vous accepté votre sort? Dites-moi honnêtement dans les commentaires ce que vous auriez ressenti, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle d'avoir réagi comme je l'ai fait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Une froideur étrange a envahi mon corps, partant de mes pieds pour remonter jusqu'à ma gorge, glaciale et tranchante. C'était la colère, mais une colère si dense, si compacte, qu'elle ressemblait à du calme absolu. Je regardais ma mère, puis mon père, et enfin ma sœur qui prenait des selfies dans sa nouvelle voiture. Ils attendaient que je dise merci. Ils attendaient que je prenne le carton et que je le mette docilement dans le coffre de la vieille voiture, comme j'avais toujours tout accepté, comme la bonne petite fille effacée que j'étais. Lentement, très lentement, avec des gestes précis, j'ai refermé les rabats du carton. Je me suis approchée de la décapotable rouge étincelante. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Maëlys, soudain méfiante, arrêtant de sourire. Sans un mot, j'ai posé le carton de produits ménagers directement sur le siège passager en cuir beige de sa voiture. Le carton était un peu sale, et j'ai vu l'expression d'horreur sur le visage de ma sœur. « Et fais gaffe au cuir. Il est neuf. » hurla-t-elle. Je me suis reculée d'un pas. J'ai regardé ma mère droit dans les yeux. C'était la première fois depuis des années que je soutenais son regard sans baisser les yeux, sans m'excuser d'exister. « Tu as raison, maman, dis-je, ma voix étonnamment stable, bien que mon cœur batte à tout rompre. C'est un kit de démarrage très utile. Maëlys en aura besoin pour nettoyer sa conscience un jour. » Pardon? Ma mère écarquilla les yeux, choquée par mon insolence soudaine. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Reprends ce carton tout de suite et mets-le dans notre coffre. » Non, répondis-je fermement. Je ne nettoierai plus rien. Ni cette maison, ni vos erreurs, ni vos planchers. C'est fini. Je démissionne de ce rôle. J'ai tourné les talons. J'ai laissé les sacs à main, les vestes, les bouteilles d'eau, l'éventail. J'ai tout laissé par terre, en vrac, sur le bitume brûlant du parking. Colline. Reviens ici tout de suite. La voix de mon père tonna derrière moi. C'était sa voix de commandement, celle qui me faisait trembler quand j'étais enfant et que j'avais renversé un verre de lait. Si tu fais un pas de plus, ne t'avise pas de rentrer ce soir. Tu m'entends? On ne t'ouvrira pas. Je ne me suis pas arrêtée. Je n'ai pas ralenti. Je marchais vers la sortie du parking, le dos droit, fixant l'horizon flou. Tu gâches tout. Comme d'habitude. Hurla ma mère, sa voix montant dans les aigus. Espèce d'égoïste. Tu ne penses qu'à toi. Tu es jalouse de ta sœur. J'ai continué à marcher, un pied devant l'autre. J'ai traversé la ville de Limoges comme un fantôme. Je ne savais pas où j'allais, je savais juste que je ne pouvais plus respirer le même air qu'eux, que si je restais une minute de plus en leur présence, je mourrais à l'intérieur.
Mes jambes me portaient instinctivement vers l'arrêt de bus de la ligne 10, celui qui menait vers la banlieue ouest. Je suis montée dans le bus, m'effondrant sur un siège au fond, loin des autres passagers. C'est là, entouré d'inconnus qui rentraient du travail ou de l'école, que le choc est retombé. Mes mains ont commencé à trembler violemment. Mon téléphone, dans ma poche, s'est mis à vibrer. 1 fois. 2 fois. 10 fois. L'écran s'illuminait sans cesse. Maman. Papa. Maëlys. Maman. Papa. Je n'ai pas décroché. Je regardais la ville défiler par la vitre sale du bus. Les vieux immeubles en pierre, les ponts sur la Vienne, les enseignes des magasins. Tout me semblait étranger, comme si je voyais le monde pour la première fois. Je venais de devenir techniquement sans abri, sans plan, avec juste mon sac à main, ma carte bancaire et les vêtements légers que je portais. Mais bizarrement, au milieu de cette panique qui commençait à me nouer l'estomac, je sentais un courant d'air frais, une sensation inédite. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas dit oui. J'avais dit non. Et ce simple mot, prononcé à voix haute, avait le goût vertigineux de la liberté. Je suis arrivée chez Fanny, ma meilleure amie depuis le lycée, 1 heure plus tard. Fanny habitait un petit 2 pièces au 4e étage sans ascenseur, dans un quartier populaire un peu bruyant. Quand elle a ouvert la porte et vu mon visage blême, mes yeux vides, elle n'a posé aucune question stupide. Elle m'a tiré à l'intérieur, a fermé la porte à double tour comme pour me protéger du monde extérieur, et m'a assise sur son canapé usé. Une fois calmée, un mug de thé brûlant entre les mains pour arrêter mes tremblements, je lui ai tout raconté. Chaque détail. La voiture rouge. Le sourire mielleux de ma mère. Le bidon de Javel. Le planning plastifié. Fanny, qui a le tempérament de feu typique des filles de la région et un sens de la justice aiguisée, s'est levée d'un bond. « Ils ont fait quoi » hurla-t-elle, faisant trembler les tasses sur la table basse. « Une décapotable pour elle et du Javel pour toi » Colline, ce n'est pas juste méchant. Ce n'est pas juste du favoritisme. C'est pervers. C'est de la cruauté mentale. Elle faisait les 100 pas dans son petit salon, furieuse. Tu ne retournes pas là-bas. C'est hors de question. Tu m'entends ? Tu dors ici autant de temps qu'il le faudra. On se serra, mais tu n'y retournes pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi une seule seconde. Allongé sur le canapé-lit de Fanny, je fixais le plafond où les phares des voitures passant dans la rue projetaient des ombres mouvantes. Mon téléphone continuait de s'illuminer dans le noir, posé sur la table basse, comme un phare de détresse que je refusais de regarder. Vers 3 heures du matin, n'y tenant plus, rongé par l'anxiété, j'ai pris mon téléphone. J'ai mis le mode ne pas déranger, mais j'ai fait l'erreur fatale de lire les notifications accumulées. Le message de ma mère, tu nous as humiliés devant tout le monde. Les Leroy nous ont demandé ce qui se passait. Ta sœur pleure à cause de toi dans sa chambre. Tu es d'une jalousie maladive, c'est effrayant. Rentre tout de suite et excuse-toi à genoux, et peut-être qu'on oubliera cette crise d'hystérie publique. Le message de mon père, je t'interdis de nous tourner le dos. Qui va préparer le dîner de célébration demain ? J'ai invité les oncles. Tu as des responsabilités ici. Ne sois pas une enfant gâtée. On t'a nourri pendant 26 ans. Le message de Maëlys, t'es vraiment pathétique. J'espère que tu es fière de toi, tu as gâché ma journée. PS, j'ai jeté ton carton de ménage dans ta chambre, ça pue le chlore, viens nettoyer ça. Aucune inquiétude réelle. Aucun est-ce que tu vas bien ? Aucun où es-tu ? Juste des ordres, des reproches sur leur image sociale et de la culpabilité. Ils ne s'inquiétaient pas de savoir où je dormais, si j'étais en sécurité dans la rue. Ils s'inquiétaient de savoir qui allait faire la vaisselle et préparer le repas du lendemain. J'ai compris à cet instant, dans la solitude de cette nuit blanche, qu'ils ne m'aimaient pas pour qui j'étais. Ils m'aimaient pour ce que je faisais pour eux. J'étais leur domestique gratuite, leur tampon émotionnel, l'accessoire utile de leur vie de famille parfaite. J'ai éteint mon téléphone complètement. J'ai pleuré, silencieusement, pour ne pas réveiller Fanny qui dormait dans la chambre à côté. C'étaient les dernières larmes que je verserais pour eux. C'était le deuil de la famille que je n'aurais jamais. Le lendemain matin, j'ai appelé mon travail pour prendre 2 jours de congé d'urgence, prétextant un problème familial grave. Je devais trouver un logement, vite.
Avec mon salaire de comptable débutante, mes options étaient limitées, mais n'importe quel taudis valait mieux que ma chambre d'enfant dans cette maison toxique au mur couvert de photos de Maëlys. Je passais mes journées sur le site Le Bon Coin, cherchant des studios pas chers, appelant des propriétaires, visitant des boui-boui. Mais au fond de moi, une angoisse plus sourde grandissait. Pourquoi mes parents étaient-ils si insistants pour que je rentre? Était-ce juste pour le ménage? Ou y avait-il autre chose? Leur panique dans les derniers messages semblait disproportionnée pour de la simple vaisselle sale. 3 jours après mon départ, alors que j'étais assise à la table de cuisine de Fanny en train de calculer mon budget au centime près, mon téléphone a sonné. Ce n'étaient pas mes parents. C'était un numéro fixe local que je ne connaissais pas. J'ai hésité, le doigt au-dessus de l'écran, puis j'ai décroché, pensant que c'était peut-être une agence immobilière pour un appartement. Allô? Mademoiselle Colline Delorme? Oui, c'est moi. Bonjour, ici Madame Vasseur, du cabinet de gestion financière et immobilière de Limoges. Je me permets de vous contacter sur votre portable car nous n'avons pas réussi à joindre vos parents, Monsieur et Madame Delorme, sur leur ligne fixe depuis plusieurs jours. Mon estomac se noua instantanément. Une boule de glace se forma dans mon ventre. Qu'est-ce qu'il se passe? Demandai-je, la voix faible. Eh bien, nous sommes inquiets concernant le retard de paiement sur le crédit renouvelable associé à votre nom, ainsi que les premières mensualités du prêt pour le véhicule, une Renault Mégane, immatriculée récemment, je crois. Les prélèvements ont été rejetés 2 fois par la banque pour provision insuffisante. Le monde s'est arrêté de tourner. Le temps s'est figé. Pardon? Balbutiai-je, sentant le sang quitter mon visage. Il doit y avoir une erreur, madame. Je n'ai pas de voiture. Je prends le bus. Et je n'ai pas de crédit, je n'ai jamais fait de crédit de ma vie. Il y eut un silence professionnel à l'autre bout du fil, puis le bruit rapide d'un clavier d'ordinateur. Mademoiselle, j'ai le dossier complet sous les yeux. Il y a 2 ans, le 14 février exactement, vous avez signé en tant que garante solidaire et coempruntrice pour une restructuration de dettes de vos parents. Ce dossier inclut une réserve d'argent qui a été débloquée et utilisée récemment, la semaine dernière pour être précise, pour l'achat d'un véhicule à crédit chez un concessionnaire local. Votre signature est sur tous les documents, ainsi que la copie de votre carte d'identité et de vos fiches de paie. Des flashs me sont revenus, violents et précis. 2 ans auparavant. Un soir d'hiver, après le dîner. La télévision était allumée en fond sonore. Ma mère m'avait tendu une pile de papier avec un sourire rassurant, presque aimant. Colline, ma chérie, c'est juste pour la mutuelle de la famille et une assurance vie pour plus tard. Papa et moi on vieillit, on veut que vous soyez protégés, toi et ta sœur. C'est de la paperasse administrative, mais c'est important. Signe là, et là. J'étais fatiguée après une longue journée de travail. Je faisais confiance à mes parents. Qui ne ferait pas confiance à ses parents? Je n'avais pas lu les petits caractères, ces lignes minuscules en bas de page. J'avais signé là où ma mère avait mis son doigt, docilement. Je venais de comprendre, et la compréhension était plus douloureuse qu'une brûlure physique. Ils m'avaient fait signer ma propre condamnation financière. Ils avaient utilisé ma solvabilité, mon CDI tout neuf que je venais de décrocher, pour s'ouvrir des lignes de crédit parce que les banques ne voulaient plus leur prêter. Et ils avaient utilisé cet argent, mon crédit, pour acheter la décapotable de Maëlys. La voiture rouge. Elle n'était pas payée par leurs économies. Elle était payée par ma signature, par mon avenir. Mademoiselle, reprit Madame Vasseur, sa voix devenant plus ferme. Si la situation n'est pas régularisée sous 48 heures, nous serons obligés de lancer une procédure contentieuse de recouvrement. Comme vous êtes garante solidaire, nous pourrons effectuer une saisie directement sur votre salaire auprès de votre employeur. La nausée m'a submergée. J'ai dû m'asseoir pour ne pas tomber de ma chaise. C'était donc ça. Le cadeau de Maëlys était en réalité ma dette. Ils m'avaient offert du javel pour que je nettoie leur maison, pendant qu'ils m'enchaînaient financièrement pour payer leur luxe et leur apparence sociale. La trahison était totale, absolue. Ce n'était plus de la négligence ou du favoritisme. C'était du vol. C'était de l'abus de confiance organisé par les 2 personnes qui étaient censées me protéger contre le monde. Ils m'avaient vendu pour une voiture. Madame Vasseur, dis-je d'une voix blanche, méconnaissable. Je ne vis plus à cette adresse. Je vais vous envoyer un mail recommandé.
Ne prélevez rien. Je vous en supplie, attendez. J'ai raccroché. J'ai regardé Fanny, les yeux écarquillés, le souffle court. Ils ont acheté la voiture avec mon crédit, ai-je chuchoté, incapable de croire mes propres mots. Je suis la garante. S'ils ne paient pas, et ils ne paieront pas, c'est moi qui paie. C'est moi qui paie tout. La colère qui avait suivi le départ du parking n'était rien comparée à la rage froide et méthodique qui m'habitait maintenant. Ils m'avaient vendu. Ma propre chair et mon propre sang m'avaient hypothéqué pour une voiture, comme on hypothèque un meuble. Fanny était hors d'elle. Elle voulait aller chez eux, défoncer la porte et casser les vitres de la décapotable avec une batte de baseball. Mais je savais que la violence ne résoudrait rien. Cela me mettrait seulement en tort. Il fallait que je sois plus intelligente qu'eux. Il fallait que je sois chirurgicale. J'ai pris ma journée, j'ai appelé mon patron pour prolonger mon absence, et je suis allée voir un avocat à la Maison du droit et de la justice, un service gratuit. Il m'a écouté, a regardé mes notes. Il m'a expliqué que prouver la manipulation serait difficile sans témoin, mais que je pouvais immédiatement me désolidariser pour l'avenir et contester la dette en prouvant le défaut de conseil de la banque et l'abus de faiblesse si possible. Ce soir-là, assise devant l'ordinateur portable de Fanny, j'ai rédigé le mail le plus difficile et le plus important de ma vie. Je l'ai envoyé à mes parents, en copie cachée à ma sœur, et en copie visible à Madame Vasseur. Pas d'émotion. Pas de cris. Pas de reproches affectifs. Juste des faits juridiques et froids. À l'attention de Régis et Ghislaine Delorme. J'ai été contactée par Madame Vasseur ce jour. Je suis désormais au courant que vous avez utilisé ma signature, obtenue par ruse il y a 2 ans sous prétexte d'assurance familiale, pour garantir vos crédits et l'achat du véhicule de Maëlys. Sachez que j'ai déposé une main courante au commissariat aujourd'hui pour abus de confiance. J'ai informé la banque et l'organisme de crédit que je contestais formellement ces signatures et la validité de ce cautionnement. Je ne paierai pas un centime pour cette voiture. Je ne reviendrai pas vivre à la maison. Je ne répondrai plus à vos appels. Débrouillez-vous avec vos dettes et vos mensonges. Colline. J'ai cliqué sur envoyer. Mon doigt a tremblé au-dessus de la touche entrée, mais une fois le message parti, j'ai senti un poids immense, titanesque, quitter mes épaules. J'avais coupé le cordon. J'avais coupé l'approvisionnement. La banque de Colline était fermée définitivement. La réponse ne s'est pas fait attendre. Mon téléphone a explosé quelques minutes plus tard. Appel de papa. Rejeté. Appel de maman. Rejeté. Appel de Maëlys. Rejeté. Puis les messages vocaux. J'en ai écouté un seul, celui de mon père, pour avoir une preuve si besoin. Sa voix tremblait de rage, mais aussi d'une peur panique, une peur viscérale. Tu es folle. Tu veux nous ruiner? Si tu retires ta garantie, la banque va tout nous prendre, ils vont annuler le crédit. Tu es une fille indigne, tu entends? Indigne. On t'a nourri, logé, et c'est comme ça que tu nous remercies? En nous dénonçant? Rappelle immédiatement où je viens te chercher. Ils avaient peur. Pour la première fois de leur vie, ils réalisaient que je n'étais pas un paillasson inerte. J'étais le mur porteur de leur château de cartes financiers, et je venais de m'en aller. J'ai bloqué leur numéro. J'ai bloqué leur compte Facebook. J'ai érigé une forteresse numérique et juridique autour de moi. Mais le silence n'a pas duré longtemps. Ils avaient d'autres moyens de m'atteindre, des moyens plus insidieux. Quand un manipulateur narcissique perd le contrôle direct sur sa victime, il panique. Il envoie alors ses singes volants, ses alliés manipulés, souvent des membres de la famille éloignée, chargés de faire le sale boulot et de ramener la brebis égarée au bercail par la culpabilité. 2 jours après mon mail, c'est ma tante Jocelyne, la sœur aînée de mon père, qui m'a appelée. Jocelyne avait toujours été la voix de la morale rigide dans la famille, une femme qui passait ses dimanches à l'église et ses lundis à juger tout le monde. J'ai décroché, pensant qu'il s'agissait peut-être d'une urgence médicale concernant mes grands-parents. Colline? Sa voix était tranchante comme une lame de rasoir, froide et accusatrice. Je viens d'avoir ta mère au téléphone. Elle est effondrée. Elle ne mange plus. Elle doit prendre des calmants à cause de toi. Tu veux la tuer? Bonjour tante Jocelyne, répondis-je calmement, essayant de ne pas laisser ma voix trembler. Est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle est effondrée?
Elle m'a dit que tu as fait une crise de jalousie maladive pour la voiture de ta sœur et que tu menaces de les mettre à la rue par pure vengeance. Comment peux-tu être aussi cruel? Tes parents ont tout sacrifié pour toi. Tu as eu une enfance heureuse. Bien sûr. Ils avaient retourné l'histoire. Ils avaient réécrit le scénario. Ils étaient les pauvres victimes d'une fille ingrate, instable et hystérique. Ils n'avaient pas mentionné la fraude, le mensonge sur les papiers, le javel, l'exploitation. Tante Jocelyne, dis-je, essayant de garder mon calme, ils m'ont fait signer des dettes à mon insu pour payer cette voiture. C'est illégal. C'est de la fraude. Oh, arrête tes mensonges et tes excuses. Coupe ATL violemment. Toujours à te plaindre, toujours à te faire passer pour une victime. C'est normal d'aider sa famille. Maëlys a besoin de cette voiture pour réussir, elle a un avenir brillant. Toi, tu as un travail stable, tu es comptable, tu gagnes bien ta vie, tu peux aider. C'est ça la famille. On s'entraide. Tu es égoïste, Colline. Si tu ne répares pas ça, si tu ne retires pas ta plainte, ne compte plus faire partie de ce clan. Tu seras banni. Puis, ce fut au tour de Maëlys. Elle ne m'appela pas. Elle utilisa une arme plus moderne et plus publique, Instagram. Elle posta une photo d'elle, très bien mise en scène, les yeux rougis, assise sur le capot de sa décapotable. La lumière était triste, le filtre était mélancolique. La légende disait, le cœur brisé. Quand ta propre sœur, ta propre sang, essaie de détruire ton bonheur par pure jalousie et méchanceté. La famille devrait se soutenir, pas se trahir. Je suis choquée par tant de haine. Hashtag tristesse, hashtag trahison, hashtag jalousie, hashtag famille toxique. Les commentaires de nos cousins, de nos tantes et d'amis communs affluaient sous la photo. Courage ma belle, on t'aime. C'est honteux de sa part. On est avec toi. Quelle honte. J'ai regardé l'écran, les larmes aux yeux. J'étais devenue la méchante de l'histoire aux yeux de tous. J'étais isolée, paria. La tentation de tout lâcher, de céder, de payer juste pour qu'ils arrêtent de me haïr, était immense. C'est un conditionnement puissant, la culpabilité familiale. C'est un poison lent. Mais Fanny m'a arraché le téléphone des mains avec force. Regarde-moi, dit-elle fermement, me prenant par les épaules. Ce ne sont pas des gens qui t'aiment. Ce sont des parasites qui s'agitent parce que l'hôte ne se laisse plus manger. Si tu cèdes maintenant, si tu paies un seul centime, tu seras leur esclave à vie. Ils recommenceront dans 6 mois pour une maison, des vacances, autre chose. Elle avait raison. Si je payais maintenant, je paierais pour toujours. J'ai pris une grande respiration. J'ai dit à Fanny, bloque tante Jocelyne aussi. Bloque-les tous. Seul contre tous. C'était terrifiant. Mais c'était la seule voie vers la survie. La semaine suivante, j'ai trouvé un appartement. C'était un grand mot pour décrire les 18 mètres carrés sous les toits que j'avais dénichés dans le vieux quartier de la cité, près de la cathédrale. Les murs étaient jaunis par le tabac de l'ancien locataire, le parquet grinçait à chaque pas, et l'isolation était inexistante, il y faisait une chaleur étouffante. Mais quand j'ai tourné la clé dans la serrure, j'ai ressenti une joie pure, une joie que je n'avais jamais connue. C'était chez moi. C'était mon territoire. Personne n'avait le double de la clé. Personne ne pouvait entrer pour me critiquer, fouiller mes affaires ou me demander de repasser des chemises. J'ai déménagé avec l'aide de Fanny et de sa vieille voiture. Je n'avais presque rien. Un matelas gonflable posé au sol, une lampe de chevet achetée 2 € chez Emmaüs, et quelques vêtements dans des sacs poubelles. Ma première soirée seule a été étrange. J'ai fait chauffer de l'eau dans une casserole cabossée pour des nouilles instantanées. Je me suis assise en tailleur sur le sol, face à la petite fenêtre de toit qui donnait sur les toits d'ardoise de Limoges et le ciel étoilé. Le silence était absolu. Pas de télévision allumée trop fort par mon père qui regardait le foot. Pas de critiques incessantes de ma mère sur ma coiffure, mon poids ou mon célibat. Pas de moquerie de Maëlys au téléphone avec ses copines. Juste le bruit de ma propre respiration et le bourdonnement du vieux frigo. Financièrement, c'était la catastrophe. J'avais dû payer la caution et le premier mois de loyer, ce qui avait vidé mes maigres économies. De plus, la banque continuait de m'envoyer des courriers menaçants pour les dettes de mes parents, et je devais payer les frais d'avocat. Chaque jour était une bataille. Je faisais des heures supplémentaires au bureau,
acceptant tous les dossiers que mes collègues ne voulaient pas, juste pour gagner quelques euros de plus. Mes repas se composaient de pâtes, de riz et d'œufs. Je ne sortais plus, je ne m'achetais rien. Mais paradoxalement, je n'avais jamais été aussi sereine. J'ai acheté un petit pot de peinture jaune vif en promotion. Un samedi, j'ai repeint le mur du fond de mon studio. Ma mère détestait le jaune. Elle disait que c'était vulgaire, que c'était une couleur de pauvre. En étalant la couleur lumineuse sur le mur triste, j'avais l'impression d'effacer son emprise sur moi, couche après couche. J'étais pauvre, j'étais seule, j'étais endettée à cause d'eux, mais j'étais libre. Et cette liberté avait le goût sucré et enivrant de la victoire. Le karma est une chose étrange. Parfois, il met des années à arriver, laissant les méchants prospérer longtemps. Parfois, il frappe vite et fort, comme un boomerang. 1 mois et demi après mon départ, la réalité financière a rattrapé mes parents de plein fouet. Sans mon salaire pour combler les trous de leur budget mensuel, et surtout sans ma garantie pour rassurer la banque qui avait pris peur suite à mon courrier, leur système financier s'est effondré comme un château de cartes. J'ai appris la nouvelle par une voisine de mes parents, Madame Gauthier, une gentille dame âgée que j'avais aidée plusieurs fois à porter ses courses et qui m'aimait bien. Elle m'a envoyé un SMS un mardi matin, alors que j'étais au travail. « Bonjour Colline, j'espère que tu vas bien. Je m'inquiète pour tes parents. » Ce matin, très tôt, des hommes sont venus avec une grosse dépanneuse. Ils ont emporté la belle voiture rouge de ta sœur. Il y a eu beaucoup de cris dans la rue. Ta mère pleurait sur le trottoir, ton père essayait de discuter avec les hommes mais ils n'ont rien voulu savoir. C'était terrible. J'ai relu le message 3 fois, le cœur battant. Ils avaient saisi la voiture. La banque n'avait pas plaisanté. Comme j'avais contesté formellement la signature et lancé une procédure pour faux et usage de faux, la banque avait gelé le crédit pour enquête interne et exigé le remboursement immédiat de la totalité de la somme ou la restitution du bien gagé. Mes parents, incapables de sortir les 20 000 euros, avaient dû rendre le jouet de Maëlys. J'ai imaginé la scène. Maëlys, la princesse, regardant son carrosse se faire remorquer sous les yeux des voisins. L'humiliation publique devant tout le quartier où ils aimaient en parader. Mon père, impuissant, sa fierté en miettes. Une part de moi, la part conditionnée depuis l'enfance à les protéger et à arrondir les angles, a ressenti un pincement au cœur. C'était triste. C'était pathétique. Mais une autre part de moi, la part qui avait reçu du javel en cadeau et qui avait dormi par terre, a ressenti une sombre satisfaction. Ce n'était pas de la méchanceté gratuite. C'était de la justice. Ils avaient joué avec le feu, ils avaient joué avec ma vie, et ils s'étaient brûlés. Quelques jours plus tard, j'ai appris par Fanny, qui avait ses sources dans le quartier, que l'électricité avait été coupée chez eux pendant 24 heures. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens depuis des années, utilisant mon avenir comme collatéral, jonglant avec les crédits. Maintenant que le pilier était parti, le toit s'écroulait. Maëlys a dû supprimer ses photos sur Instagram. La légende de la fille à succès avec sa décapotable ne tenait plus. Elle était redevenue une fille sans emploi, sans voiture, vivant chez des parents ruinés. La vérité éclatait enfin au grand jour. Sans moi, sans mon argent, sans ma signature, il n'était rien. Quand les manipulateurs sont acculés, ils deviennent dangereux. Ils tentent le tout pour le tout. Ils utilisent la technique de l'aspirateur pour vous réaspirer dans leur chaos. C'était un vendredi après-midi. J'étais au bureau, concentré sur un bilan comptable complexe. La réceptionniste m'a appelé, la voix gênée. « Colline ? Il y a ta famille à l'accueil. Ils insistent pour te voir. Ils font un peu de scandale, ils parlent fort. » Mon sang s'est glacé. Ils étaient venus sur mon lieu de travail. C'était une violation totale de mon sanctuaire, le seul endroit où j'étais encore en sécurité. Je suis descendue dans le hall, les jambes tremblantes mais la tête haute. Ils étaient là, tous les 3. Ils avaient l'air vieillis de 10 ans en 2 mois. Mon père était mal rasé, lui toujours si impeccable. Ma mère avait les cheveux en désordre, les yeux cernés. Maëlys avait les yeux gonflés de pleurs, son maquillage coulé. Quand ils m'ont vu sortir de l'ascenseur, ma mère s'est précipitée vers moi, les bras ouverts, sanglotant bruyamment pour que tout le hall, les clients et mes collègues l'entendent. « Colline. Ma fille. Oh, Dieu merci. On était si inquiets. Tu nous as tellement manqué. »
Elle essayait de jouer la scène des retrouvailles émouvantes, la mère éplorée retrouvant sa fille prodigue. Elle voulait que mes collègues voient une mère aimante et une fille froide et sans cœur. J'ai reculé d'un pas vif, levant une main pour l'arrêter net. Ne me touchez pas, dis-je froidement, assez fort pour être entendu. Qu'est-ce que vous faites ici? On doit parler, grogna mon père, s'approchant à son tour, sa voix basse et menaçante. Tu dois arrêter cette folie avec la banque. Ils vont saisir la maison si tu ne retires pas ta plainte. Tu dois signer les papiers de reconnaissance de dette maintenant. J'ai apporté les documents. Signe et on oublie tout. On te pardonnera. Me pardonner? L'audace était incroyable. Maëlys s'avança, agressive, le doigt pointé vers moi. C'est de ta faute. J'ai perdu ma voiture à cause de toi. Tu es une sorcière jalouse. Tu as tout gâché parce que tu ne supportes pas que je sois heureuse. Les gens dans le hall commençaient à regarder, chuchotant. La sécurité s'approchait. C'était leur but, me faire honte, créer un scandale public pour que je cède par embarras. Mais ils avaient oublié une chose fondamentale, je n'avais plus rien à perdre. Ils m'avaient déjà tout pris. Je me suis redressée de toute ma hauteur. J'ai parlé fort et clair, ma voix ne tremblait plus. Vous n'êtes pas là parce que vous m'aimez ou parce que je vous manque. Vous êtes là parce que vous avez besoin d'argent. Vous avez fraudé ma signature pour acheter une voiture de luxe à Maëlys alors que vous n'aviez pas les moyens. Vous m'avez offert du Javel pour mon avenir en riant. Un silence de mort tomba dans le hall. Même la réceptionniste avait arrêté de taper. Je ne signerai rien, continuai-je, en les regardant un par un. Je ne suis pas votre banque. Je ne suis pas votre garante. Je ne suis pas votre bonne. Sortez d'ici avant que j'appelle la police pour harcèlement et tentative d'extorsion. Ma mère changea de visage instantanément. Les larmes disparurent comme par magie, remplacées par une haine pure, le masque tombait enfin. Tu n'es plus ma fille, cracha-t-elle, le visage déformé par la rage. Tu es morte pour nous. Tu nous laisses mourir. Non, maman, dis-je doucement, avec une tristesse infinie. Je vous laisse vivre avec les conséquences de vos actes. C'est différent. Adieu. Le vigile est arrivé et les a escortés vers la sortie. Mon père hurlait des injures, me traitant de tous les noms. Maëlys pleurait comme une enfant gâtée. Quand les portes automatiques se sont refermées sur eux, mes jambes ont flanché. Une collègue m'a rattrapé par le bras. Mais je ne pleurais pas. Je tremblais d'adrénaline. J'avais tenu bon. J'avais affronté le dragon à 3 têtes et j'avais gagné. Les mois qui ont suivi ont été ceux de la reconstruction lente et douloureuse. La procédure avec la banque a abouti après de longs échanges. Grâce aux preuves que j'avais fournies et à l'aide précieuse de l'avocat, j'ai réussi à faire annuler ma caution pour vice de consentement et défaut de mise en garde. La banque a reconnu à demi-mot qu'elle n'avait pas vérifié ma solvabilité réelle et qu'elle avait accepté des signatures douteuses sans ma présence physique. J'étais libre de la dette. Pour mes parents, la chute a été brutale et définitive. Ils ont dû vendre leur maison, celle où j'avais grandi, celle que je devais nettoyer selon leur plan pour rembourser les créanciers et éviter la faillite personnelle. Ils ont déménagé dans un petit appartement en location en banlieue éloignée. J'ai entendu dire que Maëlys avait dû arrêter ses études artistiques coûteuses. Elle travaillait maintenant comme serveuse dans une chaîne de restaurants. Ironie du sort, elle passait ses journées à nettoyer des tables, à servir les autres et à sourire sur commande. Le travail manuel qu'elle méprisait tant était devenu son quotidien. Je ne les ai jamais revus. Je n'ai pas répondu à leurs lettres, qui contenaient tantôt des insultes, tantôt des demandes d'argent pathétiques. J'ai gardé le no contact strict. C'est dur. Parfois, le dimanche, quand je vois des familles se promener dans les parcs de Limoges, j'ai un pincement au cœur. Je pleure l'idée de la famille que j'aurais voulu avoir, pas celle que j'avais vraiment. Mais ensuite, je rentre dans mon petit appartement jaune. Je me fais un thé. Je lis un livre. Et je savoure la paix. Personne ne me crie dessus. Personne ne m'utilise. Personne ne me fait sentir que je suis de trop. J'ai été promue au travail. Mes collègues, témoins de la scène dans le hall, m'ont soutenue avec une bienveillance incroyable, devenant mes amis. J'ai découvert qu'on pouvait être aimé et respecté sans avoir à se sacrifier, sans avoir à acheter l'amour. Fanny est toujours là.
Elle est ma vraie famille. Celle qu'on choisit. Aujourd'hui, 1 an après ce jour fatidique sur le parking, je regarde le chemin parcouru. Cette boîte de produits ménagers était, d'une certaine manière, le cadeau le plus honnête qu'ils pouvaient me faire. Elle m'a montré exactement ce que je valais pour eux, sans filtre. Elle a brisé mes illusions et m'a forcé à partir. Sans cette insulte suprême, je serais peut-être encore là-bas, à payer leurs factures en silence, à attendre une miette d'amour qui ne viendrait jamais. J'ai appris une leçon douloureuse mais vitale. La famille, ce n'est pas le sang. Le sang, c'est de la biologie, c'est du hasard. La famille, c'est le respect. C'est la réciprocité. C'est la sécurité. Si l'amour de vos parents est conditionnel à votre soumission ou à votre argent, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'exploitation. Ne laissez jamais personne vous faire croire que votre place est de servir les autres au détriment de votre propre existence. Vous n'êtes pas un garant. Vous n'êtes pas une bonne à tout faire. Vous êtes le héros de votre propre vie. Si mon histoire résonne en vous, si vous aussi vous êtes la colline de votre famille, sachez qu'il y a une vie après la rupture. C'est effrayant, c'est dur, on se sent coupable, mais ça vaut le coup. La liberté vaut toutes les décapotables du monde. Si cette histoire vous a touché, ou si elle vous a rappelé quelqu'un, s'il vous plaît, mettez un j'aime sur la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces histoires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite des histoires de revanche et de justice. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Je lirai toutes vos histoires avec attention. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas, votre valeur ne se mesure pas à ce que vous donnez aux autres mais à ce que vous êtes. À bientôt.